Chère madame, cher monsieur, je suis Frédéric Sanchez, consul général de France au Québec. Le consulat est partenaire du Printemps numérique dans cette édition particulière de Montréal Connect. Je suis en responsabilité sur la question de la coopération entre la France et le Québec, une coopération extrêmement dynamique qui est également une coopération des territoires. Les tables rondes qui vont se dérouler dans le cadre de Printemps numérique associant des élus en responsabilité sur leur territoire sont des moments importants d'échange. Le monde vit une période difficile du fait de la pandémie. Ce monde doit s'adapter aux changements liés notamment au réchauffement climatique. Ce monde doit être plus inclusif. Et ces tables rondes qui associent des élus démocratiquement élus en responsabilité et qui pensent l'avenir, ces tables rondes sont évidemment une très bonne nouvelle parce que nous avons besoin de rassembler les bonnes idées. Nous avons besoin de cette émulation de part et d'autre de l'Atlantique qui va nous permettre d'inventer les solutions à nos problèmes. Mesdames et messieurs, le consulat est vraiment, consulat général de France, vraiment très heureux de s'associer avec le Printemps numérique et tous les territoires participants à ce moment Montréal Connect. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au panel de discussion qui va porter sur la transformation numérique, regard croisé outre-Atlantique. On a avec nous deux maires très importants de deux villes bien différentes. Monsieur Édouard Philippe, maire du Havre et ex-premier ministre de la France, et Monsieur Régis Labaume, maire de la ville de Québec. Bienvenue, messieurs. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, donc la ville de Québec et la ville du Havre ont des similitudes. Hein? Toutes les deux sont des métropoles qui ont des installations industrielles et qui sont portuaires. Par conséquent, comment est-ce que vous abordez les questions de transformation numérique du 4.0 dans vos écosystèmes respectifs? D'abord, je permettrai de saluer le premier ministre Philippe, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Vous savez, être premier ministre en France plus de 3 ans, ça tient quasiment de l'exploit. Et il a fait un travail remarquable. Je vais lui dire aussi, je lui ai dit tout à l'heure qu'on a un ami commun qui s'appelle Alain Juppé, qui a été maire de Bordeaux. Et vous savez que Québec est jumelé avec Bordeaux depuis plus de 50 ans. Écoutez, ces deux villes-là ne sont pas si différentes que ça. Ce sont deux villes patrimoniales, qui font partie du patrimoine de l'UNESCO, les villes du patrimoine de l'UNESCO. Ce sont deux villes portuaires, alors qui tentent d'allier ces deux rôles-là, et ce n'est pas toujours évident. Et ils sont à 2 heures de métropole, alors Paris et Montréal. Alors ça oblige une posture mentale politique un peu singulière. Ce sont deux villes qui sont sûrement magnifiques parce qu'elles sont toutes les deux, chez elles, les premiers ports de croisière. Le port du Havre est extraordinaire. C'est le port le plus important quant au transbordement et la manutention des conteneurs. Et là, je veux dire à mes amis de Montréal qu'évidemment, Québec a comme objectif aussi de devenir le port où seront transbordés le plus de conteneurs au Québec. Et ne vous inquiétez pas, le port de Montréal devrait survivre. Ça fait partie de nos objectifs parce qu'ici, on a de l'eau, justement, et ça nous permettra d'attirer des paquebots qui transportent des milliers de conteneurs. Alors, ce sont deux villes qui tentent d'utiliser leur port pour aller créer de la valeur ajoutée. Le Havre a un projet important et j'ai lu qu'on appelle Smart Port City. Ici, à Québec, on appelle ça la zone d'innovation littoral Est. C'est une zone dévitalisée. C'est la seule qui reste à Québec. Okay. Le port, c'est important de le dire. Et là, on s'est créé un projet important avec le gouvernement du Québec où on va développer 3 spécialités en numérique et en intelligence artificielle, c'est-à-dire tout d'abord la logistique intelligente du transport, où on va tenter de développer
tout ce qu'il est possible en technologie des transports dans un climat nordique, je dois le préciser, et c'est là notre spécialité. On va aussi développer dans le secteur parce qu'il y a beaucoup de, d'hôpitaux et de centres de recherche. On va développer des spécialités en santé durable, évidemment, et en ayant aussi comme partenaire la population environnante. Et finalement, on va développer dans le secteur qui en a bien besoin parce que, puisque c'est dévitalisé, ce n'est pas nécessairement beau. Et donc, on va développer là, il y a une perspective de développer là des technologies propres et urbaines, mais technologies propres et urbaines, encore une fois, dans un contexte de climat nordique. Alors, il fait froid à Québec, on tente d'en profiter et de développer des spécialités en numérique, en intelligence artificielle, de faire en sorte qu'on puisse, avec d'autres pays nordiques ou d'autres villes nordiques, scandinaves par exemple, ou du nord de l'Europe, développer cette connaissance-là. Est-ce que c'est la même chose de votre côté, M. Philippe? Comment est-ce que ça se passe finalement, les transformations numériques du 4.0 dans vos écosystèmes? D'abord, avant de envoyer l'appareil, si vous me permettez, à M. le maire, pour lui dire que je suis ravi de participer avec lui à cette discussion. Je dirais en un seul mot, parce que je ne veux pas parler d'un sujet qui n'est pas celui qui nous occupe aujourd'hui, que j'ai quitté mon poste à Matignon avec finalement beaucoup de tranquillité, mais une frustration. Une frustration, c'est celle de ne pas avoir répondu à l'invitation des autorités québécoises, puisque la tradition, c'est que les premiers ministres français s'investissent beaucoup dans la relation entre la France et le Québec. Et j'aurais dû, puisque c'était mon tour, après avoir accueilli le Premier ministre du Québec l'année dernière, me rendre au Québec et à Québec au premier semestre 2020. Et ça n'a pas été possible pour les raisons que chacun connaît. C'est la seule frustration, au fond, que je garde en partant de Matignon. Alors, vous m'avez posé la question de savoir, et je corrigerai cette frustration dès que ce sera possible. Et comptez sur moi. Alors, vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce qu'au Havre, on abordait la transition numérique et les instruments numériques. D'abord, première remarque, je voudrais dire que moi, je l'aborde avec humilité. Parce que c'est une révolution, et que face aux révolutions, il faut plutôt être humble, parce qu'elle est technique, elle est pleine de nouveaux process, pleine de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, et que je ne maîtrise pas cette technique, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas spécialiste de ces sujets. Je regarde cette transformation, plus exactement, je regarde ces instruments comme les regarde un maire qui se dit comment, face à des instruments nouveaux, je peux améliorer l'attractivité de mon territoire et la qualité de vie des citoyens qui m'ont fait confiance en m'élisant à la mairie. Au fond, on a eu au Havre l'envie de candidater à un appel à projet qui avait été poussé par le gouvernement français, par l'État, qui s'appelait Territoire d'innovation de grande ambition, et en répondant avec un projet qui s'appelle, en mauvais français, Smart Port City, vous l'avez dit, monsieur le maire, dont l'objectif, c'est d'essayer de faire du Havre, du territoire havrais, de la ville, du port et de la zone industrielle, qui sont enchevêtrés, intimement liés, un territoire d'expérimentation et de grande ambition, pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec les instruments numériques. Et moi, je vois au moins deux directions, mais encore une fois, je le dis avec pas mal d'humilité, il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Et je vois au moins deux directions qui me semblent intéressantes. La première, c'est comment est-ce qu'on fait de l'instrument numérique un instrument de compétitivité du système portuaire dans son ensemble. C'est-à-dire dans la qualité de traitement des marchandises qui transitent par le Havre, dans la qualité de suivi de ces marchandises, dans la rapidité de déchargement, de rechargement, puis de transport de ces marchandises. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que la marchandise puisse être dédouanée, puisse être traitée, puisse être suivie grâce aux instruments numériques. Il y a là un champ d'expérimentation qui est à la fois compétitif, mais qui peut être aussi un élément, peut-être, de transition écologique si on arrive à utiliser moins d'énergie, mieux d'énergie, pour aboutir au même service et à une meilleure qualité. Et il y aura énormément d'expérimentations qui vont s'inscrire dans cette logique. C'est là la première chose. Il y a une deuxième chose que je crois extrêmement utile et qui a l'immense mérite de frapper l'imagination de nos concitoyens. Au Havre, nous sommes dans une zone industrielle autant que dans un port. Plus exactement, les deux sont intimement liés.
est-ce qu'on est capable d'utiliser la technologie, le numérique, pour renforcer la sécurité de nos concitoyens? Je pense que c'est possible. Et nous travaillons en ce moment, à la suite d'annonces de l'État et à la suite d'expériences parfois malheureuses en France, nous travaillons, nous essayons de nous positionner comme un territoire qui serait en mesure d'expérimenter des alertes en cas de risque industriel, des mesures de gestion, d'information descendantes de la part de ceux qui gèrent la zone industrielle et qui signaleraient le risque, bien entendu, mais aussi de remontée d'informations de la part des citoyens qui, chez eux, seraient en mesure de renseigner le nombre de personnes qui se trouvent à un instant T au foyer et la façon dont il est possible soit de leur apporter secours, soit, le cas échéant, de les prendre en compte dans l'organisation des secours. C'est une possibilité qu'offre le numérique. On a eu des expérimentations dans un certain nombre de communes qui sont proches du Havre sur ce genre d'initiative. C'est vrai que la révolution digitale et l'investissement considérable que nous allons conduire en la matière nous permet d'imaginer des nouveaux instruments. Et on a là quelque chose, pour le coup, en termes d'acceptabilité du risque industriel, en termes de gestion du risque industriel, qui peut déboucher sur une avancée assez considérable. Donc je vois moins ces deux pistes-là. Il y en a évidemment beaucoup. Plusieurs, oui. On parle beaucoup de la transformation numérique dans nos villes qui peut nous aider à créer des environnements beaucoup plus propres, beaucoup plus proches du citoyen. Par contre, quand on parle de développement économique, ça ne rime pas tout le temps avec le développement durable. Alors, comment est-ce que vous arrivez, Monsieur Labaume, pour commencer, à concilier le développement industriel avec le développement durable? La vérité, c'est que la ville de Québec n'est pas vraiment une ville industrielle, à part la zone portuaire, et c'est une ville qui vit du tertiaire, hein? Alors, c'est une ville de pouvoir, c'est une ville de gouvernement. Alors, comment dire, l'alliance ou la jonction entre le développement économique tertiaire et le développement durable est relativement facile. Parce qu'une ville de gouvernement, c'est une ville où, en tout cas au Québec, en Amérique, il y avait jadis beaucoup de laboratoires et des laboratoires avec lesquels on a travaillé depuis quelques années. Moi, je viens du milieu des affaires, et je me suis investi beaucoup dans l'innovation technologique et l'entrepreneuriat avant d'être maire, avant de devenir maire. Et donc, on a fait en sorte que des chercheurs qui travaillaient sur de la recherche fondamentale, on les a convaincus éventuellement de tenter d'y aller un peu plus, d'investir un peu plus en recherche impliquée et de créer éventuellement des produits commercialisables. Alors, ce n'était pas dans la culture. Je pense que depuis quelques années, on a réussi ici. Et on a tenté de faire de certains chercheurs des entrepreneurs. Alors là, ce n'est pas évident, mais quand même. Mais on avait un plan ici. Un plan, déjà, Québec allait bien. On parlait déjà ici d'une techno-région, parce que l'environnement était très favorable avec tout ce qu'il y avait de chercheurs. Parce que, vous savez, ce n'est pas une très grosse ville. Mais per capita, le nombre de chercheurs à Québec entre ces vieux murs, c'est assez étonnant. Et donc, on avait un plan qui allait, de s'assurer que nous sachions sur quoi travaillaient tous les chercheurs, par exemple de l'Université Laval, pour faire en sorte qu'ils aient tout le financement disponible pour évoluer. On a créé du financement primaire, secondaire, des incubateurs, des accélérateurs technologiques. Alors, Québec avait déjà fait un bon bout, et là, ils ont un maire depuis quelques années qui adore ça et qui connaît ça un peu. Alors, oui. Il faut vous dire que développement durable et un développement économique, ça va, c'est bien ici. Il y a quelque chose qui va bien quand même. Ah, bien, tant mieux. Et de votre côté, M. Philippe, est-ce que c'est une conciliation qui est possible, donc du développement durable avec le développement industriel dans votre ville? C'est un sujet permanent. Nous, on est très industriel. D'ailleurs, pendant longtemps, ça a parfois nuit à notre image parce qu'il y a des usines, il y a de la pétrochimie, il y a de l'aéronautique, il y a eu des cheminées, bon bref, il y en a toujours d'ailleurs. On est une ville qui se pense, qui se vit, qui s'assume, qui est fière de sa réalité industrielle. Alors, comment est-ce qu'on fait d'une ville industrielle une ville qui est compatible avec des impératifs de développement durable? Je crois que c'est possible. C'est d'abord possible avec plein d'actions qui n'ont pas grand-chose à voir avec Smart Port City ou avec le numérique. On a aussi beaucoup de présence d'espaces verts en ville. On a même une forêt en plein centre-ville, ce qui est assez rare. C'est un fait. Une forêt en centre-ville, nous avons la plage, évidemment. Enfin bref,
on fait attention aux espaces verts, on fait attention au verdissement de la ville, on fait attention à la qualité de l'air. On a toute une série de politiques de développement des transports en commun qui permettent d'être un peu au niveau. Mais si je reviens au sujet qui est au cœur de notre échange, c'est-à-dire la prise en compte du numérique, je crois qu'on peut là encore expliquer que le développement du numérique, de l'intelligence artificielle, ou en tout cas du recueil de la donnée et le cas échéant du traitement de la donnée, permet non pas de foutre la trouille à tout le monde sur le thème les machines vont prendre le contrôle de vos vies, ce qui n'est pas exactement l'objectif qui est poursuivi, mais bien au contraire que nous allons avoir la possibilité de vivre dans une ville plus fluide, plus propre, peut-être aussi plus sobre en énergie et en ressources naturelles. J'en prends quelques exemples. Avec des algorithmes de traitement intelligent des données, avec une utilisation considérable de données qui remontent, on est capable, par exemple, de gérer les systèmes de production et de distribution d'eau en évitant une consommation considérable de la ressource naturelle. De la même façon, les systèmes de collecte et de gestion des déchets, qui sont toujours dans la vie d'un maire, la collecte et la gestion des déchets, c'est souvent un sujet. Et dans la vie de nos concitoyens, c'est encore plus souvent un sujet. Donc, comment est-ce qu'on est capable, là encore, de facturer le bon prix, d'organiser les bonnes tournées de façon à ce que ça ne déborde jamais, mais qu'on ne tourne pas à vide. Tous ces éléments qui sont de la gestion quasi quotidienne peuvent être considérablement facilités et considérablement améliorés par l'utilisation intelligente des instruments numériques et le traitement des données. Et on pourrait dire la même chose sur les transports en commun, qui sont évidemment, qui exigent une offre qui, elle, n'est pas numérique. Des bus, des tramways, comme c'est le cas au Havre, des nouveaux tramways, comme ce sera bientôt le cas au Havre, des mobilités douces, bien sûr. Mais la façon de gérer ces systèmes de transport, de les adapter en permanence aux besoins, aux évolutions de la ville, aux évolutions des usages, là, pour le coup, la gestion des données est extrêmement précieuse et on a très envie, évidemment, de se servir de ces instruments. Mais on n'est pas les seuls. Et au fond, je trouve que je suis toujours assez sceptique quand certains de nos collègues, je le dis à la ville de Québec, comme je le dis à la ville du Havre et comme je le dis toujours, vous expliquent que chez eux, c'est radicalement nouveau, c'est exceptionnel. Bon, la vérité, c'est que y a évidemment des villes qui sont en avance sur d'autres, c'est normal dans certains domaines, pas dans tous. La vérité, c'est qu'on est tous confrontés en même temps, à la fois aux mêmes problèmes et aux mêmes opportunités en termes d'utilisation des technologies. Alors, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et c'est très intéressant de le faire au niveau national, en France avec mes collègues maires, et on le fait beaucoup, on en parle beaucoup. Mais c'est peut-être au moins aussi intéressant de pouvoir échanger avec les amis et les cousins, si vous me permettez cette expression d'outre-Atlantique, parce qu'en faisant ça, on a un regard différent, parce que la réalité de chez nous est différente, bien sûr. Une culture compatible, même si elle n'est pas identique, et c'est tant mieux, une culture compatible, et on peut, me semble-t-il, être en mesure d'adapter les solutions qui ont été trouvées à tel ou tel endroit, et peut-être donc du coup d'avancer tous ensemble. Alors, c'est une bonne chose finalement d'avoir cet échange aujourd'hui. Ça permet de comparer finalement vos réalités. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, bien sûr. Alors, quelle place que vous laissez à cette intelligence-là dans le développement de vos villes et surtout du travail de demain, comme on peut le voir en ce moment? On est tous pris à travailler en télétravail. Donc, quelle place est-ce que vous donnez à l'intelligence artificielle dans le développement de vos villes et du travail? Écoutez, le maire vient de le dire, le premier ministre vient de le dire. Alors, la connaissance est universelle. L'accès à la connaissance est relativement facile parce que tout le monde veut vendre son produit. Bon, à Québec, on a la chance d'être dans des réseaux nord-américains. Alors, c'est peut-être la seule chance qu'on a d'être nord-américain actuellement parce qu'on a quand même un voisin qui est un peu turbulent. Hein? Et on a des espoirs pour novembre à passer. Et donc, ceci dit, je vous dirais que moi, comme individu, comme gestionnaire public, il y a là un phénomène qui fait peur. Vous savez, moi, lorsque j'utilise mon iPhone, mon iPad et que j'ai des algorithmes qui me font râler parce qu'ils m'envoient de l'info que je ne désire pas, il y a des fonctionnalités qui s'installent alors que je ne l'ai pas demandé. Chez moi, j'écoute de la musique Spotify avec mon Google Home
Et si j'étais, par exemple, paranoïaque ou un peu complotiste, hein, je pourrais croire qu'ils m'écoutent. Bon, alors, je ne suis pas rendu là, mais quand même, il y a des possibilités. Il y a là du questionnement pour l'individu et pour les institutions. Je pense qu'on est à la veille, c'est déjà commencé, mais à un débat politique et à la limite juridique immense par rapport aux capacités des algorithmes à pouvoir s'introduire non seulement dans nos vies personnelles, mais dans nos institutions. Alors, je pense que ça doit être la même chose au Havre ici. Je pense qu'on a quotidiennement des attaques sur nos systèmes. C'est sidérant. Et je vous avoue que moi, comme politicien, comme personne publique, je n'ai aucun doute des capacités de développement des entreprises en intelligence artificielle et en numérique, mais je commence à m'inquiéter sérieusement sur cette espèce d'invasion-là dans nos vies et dans nos institutions. Et j'ai de la misère à comprendre ou à, comment dire, à réfléchir à un cadre légal qui pourrait être efficace. C'est assez... il y a quoi avoir peur un peu, je vous le dirais. Ça va pour ça ce matin, moi, là. Est-ce que c'est le cas par chez vous, M. Philippe? Là, bien sûr, là, vous parlez beaucoup de la protection de données, de la cybersécurité, de ce que j'ai compris, M. Labaume. Mais en lien avec l'intelligence artificielle, les développements du travail de demain, est-ce que c'est les mêmes préoccupations que vous avez? Ah, le son, hein, on n'entend pas bien. Oui, OK. Oui, pardon. Je disais que je partageais très sincèrement les préoccupations qui ont été évoquées par le maire de Québec. Préoccupations à la fois individuelles et préoccupations collectives face au risque d'utilisation des données, voire de cyberattaque. Il y a quelque temps, l'hôpital de Rouen, qui est l'autre grande ville de Normandie qui se trouve à côté, sur la vallée de la Seine, à une petite centaine de kilomètres du Havre, le grand hôpital, le centre hospitalier universitaire de Rouen, a été l'objet d'une cyberattaque. Comme le sont beaucoup d'entreprises, comme le sont un certain nombre de collectivités publiques. Bon, ça a failli très mal se passer. Et heureusement, il y a en France une agence qui dépend du Premier ministre, mais ce n'est pas parce qu'elle dépend du Premier ministre qu'elle fonctionne bien, c'est parce qu'elle est composée de gens tout à fait remarquables et compétents, qui s'appelle l'ANSSI, qui a réussi à trouver un certain nombre de solutions, un certain nombre d'éléments de protection. Mais nous vivons dans un monde où les interconnexions sont de plus en plus nombreuses et où les risques de cyberattaque sont réels. Et ce n'est pas des petits risques. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que eux, ils font au fond, ils n'intéressent personne et donc personne ne s'intéressera à eux, ils ne courent aucun danger. D'abord, les données qu'ils véhiculent sont des informations intéressantes et peuvent être utilisées, soit pour créer de la valeur, soit pour détourner des informations. Mais nous vivons dans ce monde où il nous faut nous protéger. Alors, peut-être un tout petit bémol quand même, parce qu'après tout, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on vit quelque chose de neuf, il faut regarder dans le passé si le risque existait déjà. Et l'expérience, l'histoire française et l'histoire malheureuse et l'histoire sombre de notre pays nous a montré que, en termes d'atteinte aux libertés, voire en termes de monstruosités commises, le fichage des gens sur des petites feuilles en carton, mais très bien documentées, suffisait à déporter un nombre important de nos concitoyens. Donc, bien sûr, le traitement de la donnée est un risque, bien sûr, l'accumulation de la donnée est un risque, bien sûr, les cyberattaques sont des risques, et il faut les prendre très au sérieux. Mais le combat de la liberté face à ces détournements, c'est un combat éternel. De ce point de vue-là, il a déjà existé, il a déjà été gagné, et il faut le renouveler. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est à la fois impressionnant, et un peu angoissant, il faut bien le reconnaître. Moi, je préfère parler d'intelligence tout court. Parce que quand on est maire, et d'ailleurs quand on est citoyen, je dirais même quand on fait preuve d'humanité, ce qui compte, c'est l'intelligence. Pas simplement le brio intellectuel. L'intelligence au sens initial du terme, c'est-à-dire ce qui relie. Quand on est condamné pour intelligence avec l'ennemi, c'est parce qu'on est relié à l'ennemi. Donc l'intelligence, d'une certaine façon, c'est ce qui nous relie entre nous. C'est cette capacité
à travailler ensemble et en travaillant ensemble, en se comprenant, à apprendre et à progresser. C'est ça l'intelligence. L'intelligence collective. Bon. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, d'une certaine façon, je vais vous dire, ça m'est assez indifférent. Ce qui compte, c'est qu'elle se développe dans tous les domaines pour avoir des instruments qui permettent, dans le sens d'une plus grande humanité, c'est pour ça qu'il faut être attention, ce n'est pas les machines qui vont gouverner, mais dans le sens d'une plus grande humanité, de trouver les bonnes solutions. Et il faut bien reconnaître que l'intelligence artificielle, par sa capacité incroyablement rapide, c'est même ahurissant tellement c'est rapide, à traiter des données, peut nous permettre, me semble-t-il, d'améliorer nos conditions de vie sur toute une série de sujets, d'améliorer les conditions de recherche. Je vais vous dire, je ne sais pas si c'est l'intelligence tout court ou l'intelligence artificielle qui nous permettra de trouver un remède à l'épidémie que nous vivons. Et que ce soit artificiel ou naturel, je prends tout, parce qu'on y a tous intérêt. Et donc, je vois bien les risques, ils existent. Mais je ne crois pas qu'il faille renoncer à l'instrument parce qu'il serait risqué. Je pense qu'on a tout à miser sur l'intelligence, quelle qu'elle soit. C'est intéressant, finalement. Donc, on parle ici d'un monde qui s'ouvre, qui fait en sorte qu'on veut plus de collégialité, de collaboration. Bien sûr, l'intelligence artificielle fait partie de nos vies. Et bien, avec la pandémie, on le voit d'autant plus. Le temps avance. J'ai une dernière question à vous poser. En fait, quelle est votre vision en fait de la souveraineté numérique des données du citoyen, des infrastructures et des institutions? Donc, votre vision sur ces trois thèmes-là, oui? Ben, écoutez, je reviens à mon propos, là. J'aimerais, dans le fond, la souveraineté, l'indépendance des individus, la technologie nous donne beaucoup de moyens d'indépendance, en ce sens que travailler à distance, être présent où qu'on soit, avoir accès. Moi, j'ai accès à toutes mes données ici à la ville, que je sois partout dans le monde, en principe, en fait. Et les gens peuvent croire que je travaille alors que je suis chez nous quasiment en pyjama. Alors ça, on appelle ça de la liberté, de la souveraineté individuelle. Par ailleurs, ben, on peut perdre cette espèce d'indépendance-là avec le phénomène d'envahissement dont je vous parlais. Alors, ce sur quoi je pense par ailleurs, et je suis d'accord, l'intelligence et l'intelligence, qu'elle soit naturelle ou artificielle, elle est, comment dire, plus elle se développe, plus elle sait. Je vous dirais que par ailleurs, l'intelligence numérique va sûrement nous donner, créer ces espèces de barrières-là qui vont nous permettre de faire nos choix, justement, dans nos vies, avec nos instruments, les fonctionnalités qui sont à notre portée de main. Je fais confiance au numérique et à l'intelligence dite artificielle pour créer des barrières, pour nous défendre nous-mêmes. Alors là, on va créer peut-être un contre-pouvoir là, mais je pense que les algorithmes pourront aussi faire ça. Effectivement. Monsieur Philippe? Oui, il y a deux sujets, s'agissant de la souveraineté, à mon avis. Le premier, c'est la souveraineté individuelle, c'est être propriétaire de ses propres données, en tout cas de maîtriser ce que l'on donne comme information et l'utilisation qui en est faite. Et ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet juridique qui commence à être bien connu et bien débattu. Et un deuxième sujet, c'est la souveraineté nationale, politique, si j'ose dire, sur les infrastructures et sur le transfert des données. Et ça, on voit bien qu'on est au cœur d'une question. Le développement de la 5G a mis en évidence la place que pouvaient prendre un certain nombre de fournisseurs, de constructeurs d'infrastructures, et la question de l'éventuelle nationalité de ces fournisseurs fait débat aujourd'hui. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai peut-être au Canada, c'est vrai en France, pour savoir si, en achetant du matériel chez un fournisseur, on ne se dessaisit pas de sa souveraineté, non pas industrielle, mais sur la maîtrise des données. On n'organise pas la possibilité de fuite de données qui, un jour, se trouveraient stratégiquement détenues et utilisées par d'autres puissances. C'est une question qu'il faut aborder sans naïveté, sans paranoïa non plus, mais sans naïveté, parce que tout le monde a compris que dans le monde actuel, la maîtrise de la donnée et l'utilisation de la donnée pouvait être une question d'enrichissement, c'est le cas des grandes industries, mais aussi une question de souveraineté et parfois même de survie. C'est un grand débat ici en Amérique actuellement, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, par rapport à cette entreprise chinoise-là qui s'en vient avec son 5G. Bon, évidemment, le président américain a son habitude d'exacerber toute la question, mais en termes de souveraineté,
cette question-là ici en Amérique est très, comment dire, très d'actualité. Très d'actualité. Alors, c'est ce qui complète le panel de discussion. Le temps avance si rapidement. Merci beaucoup, M. Philippe, d'avoir participé et M. Labaume aussi. Merci. Alors, j'attends le premier ministre à Québec, là, dans les 12 prochains mois, si Dieu le veut. Au plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.